Bienvenue dans l'univers de Partir au féminin, le podcast qui explore les pensées et émotions des femmes expatriées, ainsi que de celles qui rêvent de sauter le pas. Expatriée depuis plusieurs années, en Malaisie, j'ai moi-même traversé diverses étapes émotionnelles qui ont façonné ma perspective sur la vie à l'étranger. Ces expériences m'ont appris que nous sommes tous un peu émotionnellement déstabilisés lorsque nous sortons de notre zone de confort. Au fil de mes échanges avec d'autres expatriés, j'ai découvert que nos parcours individuels sont uniques, mais nos émotions et nos défis sont souvent partagés. À travers des récits authentiques, des introspections, dans un processus de force ou d'épreuve, nous allons explorer ensemble ces montagnes russes émotionnelles en donnant la parole à des femmes formidables qui ont elles aussi cheminé à travers ces eaux parfois tumultueuses de l'expatriation. Bienvenue à notre invitée surnommée Arabic Nest. Elle nous éclaire sur les défis qu'elle a rencontrés lors de son parcours d'expatriation. Au cours de notre discussion, nous explorerons en quoi cette expérience a renforcé sa résilience et sa force personnelle, lui permettant de surmonter les obstacles avec détermination. Dans un aspect plus introspectif de son voyage, en identifiant les nouvelles facettes de sa personnalité qu'elle a découvertes ou cultivées grâce à cette aventure. Restez à l'écoute pour une conversation inspirante et enrichissante avec Arabic Nest. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Anna de Arabic Nest. Alors je suis franco-tunisienne, d'origine espagnole aussi, et je vis actuellement en Malaisie depuis 1 an et demi. Je suis passionnée d'éducation, de langue et de développement personnel. En fait, j'allie l'arabe au développement personnel. J'utilise l'excuse de l'arabe pour aider les mères à ce qu'elles enseignent l'arabe à leurs enfants. Et j'utilise ça pour essayer de les aider dans leur vie au quotidien et vraiment mettre en place ces routines d'apprentissage de l'arabe, de connecter leurs enfants à la langue arabe et elles-mêmes aussi pour pouvoir avoir une relation plus proche d'Allah et de mieux comprendre le Coran. Actuellement, je travaille sur ce projet Arabic Nest qui est anglophone par contre, donc c'est pour un public anglophone musulman. Et je propose des programmes et des coachings pour aider les mamans à intégrer l'arabe dans leur vie quotidienne, mais aussi à enlever tous les obstacles qu'elles ont, c'est-à-dire gestion du temps, vraiment tout ce qui est au niveau du mindset, gestion des émotions, vraiment toute une panoplie complète, et en même temps utiliser ça pour intégrer l'arabe dans la vie quotidienne avec les enfants. Je suis étudiante dans une université internationale islamique en Malaisie et je fais un master en éducation, en psychologie de l'éducation. En quoi l'expatriation a-t-elle contribué à renforcer ta force personnelle ? Alors, déjà, je pense que c'est bien de mettre un peu de contexte. Quand je suis venue ici en Malaisie, l'idée, c'était vraiment de partir de la France parce que je voulais quelque chose de mieux pour mes enfants, même par rapport à notre religion. On ne se sentait pas libre, on ne se sentait pas à l'aise. Du coup, vraiment, venir en Malaisie, c'était vraiment d'un point de vue pour notre bien-être spirituel et religieux. Donc forcément, quand on pense à ça, on se dit « ouais, je fais ça fi sabilillah, donc ça va être facilité, ça va être simple, toutes les portes vont s'ouvrir et tout ». Et c'est là qu'on se rend compte que non, pas du tout. Subhanallah, je pensais avoir un tawakkul assez élevé, mais je me suis rendu compte que absolument pas. Et je pense que justement cette épreuve de l'expatriation m'a permis d'ouvrir les yeux, de me rendre compte qu'on a tellement à apprendre. Et que c'est ce genre d'épreuves qui vraiment nous force à trouver des solutions, nous force à puiser en nos forces, en ce qu'Allah nous a donné. Et vraiment, c'est... Parce que moi, dans ma vie, j'ai eu plein d'épreuves. Donc pour moi, j'avais quand même une résilience assez élevée, mais je me suis rendu compte qu'on n'en a jamais assez. Et du coup, toutes les galères que j'ai eues en venant en Malaisie cette fois-ci, parce que c'est ma 3e fois en fait que je vis en Malaisie, je m'acharne. Et du coup, on a eu énormément de problèmes cette fois-ci, des problèmes de visa, des problèmes financiers. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment s'en remettre à Allah, c'est plus que ce qu'on imagine.
on doit vraiment aller plus loin que le simple ok, c'est bon, Allah va tout ouvrir pour moi. Et c'est vraiment d'avoir cette confiance un peu aveugle, mais aussi de mettre les causes en place et de vraiment travailler pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves-là. Et même souvent, je sais que c'est une doua que je fais souvent, c'est de dire Allah, facilite-moi. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule à le faire. Et dans ma tête, toujours, quand on dit ça, c'est fasse que les choses soient simples. Et je me suis rendu compte que non, en fait. Ce qui fait Allah, c'est qu'il nous rend plus forts pour pouvoir affronter les épreuves. Les épreuves, elles ne sont pas plus simples. Elles sont plus difficiles. Mais c'est nous qui sommes plus forts parce qu'on a affronté ces épreuves-là. Donc, quelque part, ça nous semble plus simple, mais les épreuves sont beaucoup plus dures. Je ne sais pas si c'est clair. Malgré toutes ces difficultés, ça reste une expérience positive pour toi ? Moi, énormément. La Malaisie, j'avoue, et en plus dans le contexte dans lequel je suis venue en tant qu'étudiante, ça a été vraiment un bienfait énorme. Parce que je suis venue ici en tant qu'étudiante un peu par défaut, c'est-à-dire que c'était une façon facile d'avoir un visa pour la Malaisie, pour moi et pour toute la famille. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup d'attentes ou je m'attendais pas à quoi que ce soit. Et franchement, de faire des cours dans une école, une université islamique, ça a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. L'ambiance, les connaissances, tout, les gens que j'ai rencontrés, ça a tout été très très bénéfique. Et même au-delà de ça, j'avais quand même quelques contacts ici en Malaisie, même au niveau de l'aspect social, des voisins, du cercle d'amis, parce que je fais l'école à la maison aussi, donc on a un groupe avec toutes les mamans et les enfants, on se rencontre souvent, on fait des activités. Ça a été vraiment quelque chose de très très positif et quelque chose qui me manquait énormément en France, où il y avait très très peu d'esprit communautaire entre musulmans, où il n'y avait pas d'activités, même si je forçais les gens à faire des activités, tout le monde avait tout le temps des excuses, non je peux pas, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc c'était très très dur et je le vivais assez mal. Et du coup ici, je suis très très épanouie par rapport à cet aspect-là. Comment tu arrives à allier école à la maison et études ? Ah oui, ça c'est quelque chose qui surprend les gens souvent. Et c'est justement pour ça que je travaille aussi sur mon projet, c'est pour aider justement à faire toutes ces choses. Alors bien sûr, il ne faut pas croire que voilà, ma vie elle est parfaite et que tout est facile. J'ai énormément de difficultés, je galère beaucoup, mais je m'accroche. Et je pense que l'une des choses que j'ai dû développer et qui a été très très importante, c'est la discipline de soi. Je pense que si j'avais pas travaillé sur ça, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Et c'est justement ce que j'enseigne. C'est-à-dire parmi les modules qu'on fait, c'est la discipline de soi. Vraiment, on décortique comment mettre en place cette discipline de soi, parce que c'est extrêmement important. Il faut être focus, il faut être concentré sur ce qu'on fait, il faut avoir un plan d'action clair. Voilà, il faut pas se laisser éparpiller. Donc c'est quelque chose qui a été extrêmement important à mettre en place pour pouvoir gérer effectivement mes études, les enfants, ma vie sociale, parce que j'organise des activités aussi. Enfin, de pouvoir gérer tout ça et de pas non plus finir en burn-out. C'est-à-dire de bien connaître mes limites, de mettre des limites avec les gens aussi. Donc, par exemple, de dire non, je ne peux pas faire ça, ou des choses comme ça, ça a été aussi très, très important. Tu trouves cette force ? Oh Allah, je pense que ça, c'est clair. Le Coran et d'être proche d'Allah, c'est ce qui nous permet de surmonter toutes ces épreuves-là. Et je pense, parce que je ne suis pas née musulmane, même si j'ai grandi en Tunisie, je suis une convertie. Et je pense aussi que ça a joué, parce que pour moi, j'ai vraiment cette foi très forte de ce que l'islam, c'est la vérité. Pour moi, il n'y a pas de doute. Quand je me suis convertie, c'était vraiment littéralement comme si un voile était tombé et que je voyais enfin la vérité en face. Et je pense que grâce à ça, et grâce à toutes les épreuves, grâce à tous les rappels qu'on a dans le Coran, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos actes quotidiens d'adoration, la prière, le dhikr, tout ça, même dans l'éducation de nos enfants et d'être confronté à nos enfants, dans tout ce qu'on voit autour de nous, dans la nature, dans les comportements, dans tout, il y a tellement de miracles, tellement de choses magnifiques que ça renforce vraiment notre foi en Allah, et c'est cette foi-là qui nous permet de continuer et d'avancer.
As-tu des conseils pour les personnes qui souhaitent s'expatrier ou qui sont actuellement expatriées? Alors je pense que l'un des plus importants conseils que je donnerais, c'est il faut vraiment enlever ces croyances limitantes qu'on a. Parce que je connais énormément de sœurs qui veulent faire la hijra, qui tentent et qui à chaque fois changent d'avis parce qu'elles elles pensent que les choses sont d'une certaine manière. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire ses recherches, si on en a la possibilité d'aller sur place et de voir comment c'est, ou du moins avoir des témoignages de personnes qui sont sur place pour voir si ça peut correspondre à sa situation, parce qu'on a toutes des situations très différentes et certains pays ne peuvent pas correspondre, d'autres peuvent très bien correspondre. Donc c'est vraiment un travail de recherche à la fin, c'est d'explorer les possibilités par rapport au visa, par rapport au budget, par rapport au niveau de vie, par rapport à qu'est-ce qu'on a comme valeur et comme critères aussi. On n'a pas toutes les mêmes, on ne demande pas toutes les mêmes choses. Donc moi je suis quelqu'un de très simple et je peux vivre avec très peu, mais il y a d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'un certain confort, même si je vais être honnête, quand on fait la hijra, il faut vraiment se détacher de la dunya. Parce que pourquoi on fait la hijra? C'est pas pour la dunya. Si on faisait pour la dunya, on ferait pas la hijra. C'est pour la akhira. Donc si on veut vraiment faire la hijra, il faut arriver à se détacher de cette dunya et accepter les choses comme elles sont et à prendre ce qui est bon et à essayer d'accepter ce qui est moins bon, parce qu'il n'y a aucun endroit qui est parfait dans le monde, aucun. Donc il y aura du positif, du négatif partout. Comment tu te sens émotionnellement? Alors, ça c'est un travail, je pense, de toute une vie, de travailler sur ses émotions. Je ne sais pas si un jour on peut arriver à maîtriser complètement. Et je pense que même, j'ai envie de dire, que des fois c'est nécessaire d'avoir ces émotions, les gens les appellent négatives, moi j'appelle ça des émotions non confortables, parce que c'est des émotions qui sont difficiles à vivre, qui sont difficiles à gérer, et je pense qu'elles sont tout aussi importantes que les émotions beaucoup plus confortables, parce que c'est grâce à ces émotions-là justement qu'on va aller plus loin, qu'on va se renforcer et qu'on va aussi apprendre à mieux comprendre les autres. Donc moi émotionnellement, j'ai pas une émotion qui va me définir, ça va dépendre de plein de situations. Des fois je suis très optimiste, je suis très heureuse, très euphorique, même très enthousiaste, et des fois je vais avoir des moments où je suis pas aussi optimiste, où je vais avoir des doutes, mais j'essaye de me remettre les choses en place, c'est-à-dire de bien reprendre le contexte, de renforcer mon tawakkul et de voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles je pense qu'elles sont. Et du coup, oui, donc j'ai toute la palette des émotions comme tout le monde. Comment gères-tu tes émotions? Je pense que c'est un travail qui demande du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place en une journée. C'est quelque chose que j'ai dû travailler depuis des années parce que les émotions, elles sont liées à plein d'autres choses. Donc il faut aussi comprendre pourquoi on a les émotions, à quoi elles servent. Et je pense que ça m'a énormément aidé à gérer mes émotions. Et surtout, quelque chose qui a été complètement... qui a changé ma vie, c'est de prendre le temps de réfléchir. C'est-à-dire de se poser, de se dire « Ok, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là? Quel est le contexte? Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que c'est juste un truc passager? Est-ce que ça vient de plus loin, dans mon enfance, dans mon passé, dans mes expériences ?» De vraiment aller creuser pour aller au fond du problème et de mettre en place des solutions durables. Une des grosses difficultés, et moi personnellement c'est vrai que des fois j'ai ce sentiment-là j'aimerais avoir une vie stable, de pas être tout le temps à pas savoir ok le mois prochain qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va être encore là, où est-ce qu'on va aller, comment, mais au final je me dis que la vie que j'ai et la situation que j'ai, c'est celle qu'Allah a voulu, donc je dois l'accepter et je dois faire avec. Je peux pas passer ma vie à vouloir quelque chose qui j'aurais peut-être jamais. À quel moment tu as été dans l'acceptation? Je ne saurais pas dire un moment exact. Je pense que ça a été un cheminement et que ça a été peut-être sur des choses plus petites
au fur et à mesure d'accepter, par exemple, les comportements de mes enfants, les comportements de mon mari ou de gens avec qui j'interagissais ou des situations que je pouvais pas, sur lesquelles j'avais pas de contrôle de toute façon, donc j'étais obligée d'accepter. Et je pense que de fil en aiguille, à force d'avoir toutes ces petites choses que j'ai dû accepter, j'ai fini par comprendre qu'effectivement la solution c'était d'accepter les choses et de vivre autour de ça, au lieu d'essayer de combattre les choses et de lutter tout le temps. Quelle est ta définition de la patience? C'est intéressant cette question. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Il faudrait que je réfléchisse pendant des heures pour bien identifier la chose. Mais d'un sens général, la patience, c'est aussi une forme d'acceptation. Parce que c'est une forme d'acceptation de la situation. Mais c'est aussi, je dirais, lié aux limites qu'on a aussi. Parce que patienter, c'est pas si facile que ça dans certaines situations. Moi, je sais que souvent les gens me disent que je suis très patiente. Et j'avoue que c'est une doua que je fais très très souvent, surtout quand les enfants étaient plus petits. C'était quelque chose que je disais tout le temps. Allah, donne-moi la patience. Mais c'est vrai que ça... Là, tu vois, tu me donnes un truc sur quoi réfléchir, tu vois. C'est une très bonne matière à réfléchir. Et je pense que je vais bien méditer là-dessus pour une définition plus profonde, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, la patience, c'est quelque chose qu'on nous recommande dans le Coran tout le temps. Et c'est quelque chose qui n'est pas si évident pour beaucoup de personnes, mais qui a des bienfaits énormes. Donc, je ne saurais pas te dire une définition bien concrète ici, mais je vais y réfléchir. Pourquoi les gens te jugent de personne patiente? Je pense que comme je suis quelqu'un de très calme, surtout avec les enfants, ou même avec les gens, je pense que pour eux, le fait d'être calme, ça veut dire que tu es patient. Et je pense aussi que les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils connaissent un peu ma vie. Donc ils savent que j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans ma vie et que je reste souriante, je reste motivante, je reste inspirante pour beaucoup. Alhamdulillah, c'est tout par la grâce d'Allah. Et du coup, je pense qu'ils associent ça à la patience. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Arabic Nest. Restez à l'écoute pour plus d'inspiration et de réflexion sur notre série de podcasts.